Madame Doki, qui estime que donner les tendances le lendemain à 14 h était trop précipité. Je lui dis que c'est faux. Pas. Dans le cadre des focus group. Les focus group, c'est-à-dire que dans l'impossibilité de réunir les opposants, de rencontrer les opposants individuellement, vous pouvez organiser des groupes d'échange. Pendant les groupes d'échange, vous avez un certain nombre de questionnaires qui vous permettent de recueillir les avis des partis politiques. Or, si l'ONU sent aujourd'hui le besoin de s'impliquer dans le processus électoral, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Or, les problèmes du processus électoral ne peuvent pas émaner du RDPC qui est en position de pouvoir. Ces problèmes-là ne peuvent être véritablement identifiés qu'en consultant les partis d'opposition. Or, ce processus n'a pas été fait. Maintenant que la convention a déjà été signée, je crois que le minimum, c'est de répondre favorablement à la requête qui est faite actuellement par les partis d'opposition en leur communiquant le contenu de la convention pour savoir exactement à quoi est-ce que l'ONU s'engage à côté de l'ECAM. Donc c'est important. Donc personnellement, je veux créditer l'ONU d'un préjugé favorable au regard. Vous avez des réserves. Des missions qui sont les siennes, mais l'autisme dont l'ONU fait jusqu'ici preuve par rapport aux récriminations de l'opposition m'inquiète un peu. Alors, prof, s'agissant de l'alternance, êtes-vous confiant? Pensez-vous que notre système électoral en ce moment, nos lois permettent-elles qu'il y ait une alternance sereine, transparente, c'est-à-dire que les élections se déroulent et qu'un candidat autre que le président sortant pourrait véritablement prendre la main sans forcément qu'après le scrutin qui est du grabuge? Bien, je répondrai à votre question en adoptant deux postures. D'accord. Alors, si l'on regarde la configuration des institutions chargées de l'organisation des élections, on peut continuer d'être sceptique. Parce que jusqu'ici, lorsque vous voyez la composition de l'ECAM ou bien du Conseil constitutionnel, pour la plupart, il s'agit des personnes dont l'affiliation au RDPC ne se dément pas. Et le chef de l'État l'a confirmé récemment. Affiliation antérieure, c'est bien de toujours le préciser. Bon, c'est très bien de le dire antérieurement, mais vous voyez que au niveau même du RDPC, on n'a jamais tiré les conséquences de leur nomination au Conseil constitutionnel. Vous voyez que M. Emmanuel Bondé, longtemps après sa mort, continuait de figurer comme membre du bureau politique du RDPC. Symboliquement, il fallait rapidement corriger ça. En tout cas, lorsqu'on regarde l'affiliation politique des uns et des autres, il y a un problème. Et vous n'oubliez pas le scandale qui a été imputé au président du Conseil constitutionnel. S'il a participé à une réunion sans connaître l'ordre du jour, à partir du moment où il a signé la feuille de présence, la moindre des choses, c'est que lorsqu'au sortir de la réunion, il est au courant de ce qu'une motion de soutien a été signée appelant à la candidature de Paul Biya, c'est de se désolidariser de cet appel à la candidature. Mais il s'est limité à dire que oui, il était parti avant, ainsi de suite. Mais par rapport à la motion même, il n'a jamais rien dit. Au plan symbolique, il devrait dire, certes, j'ai pris part à cette réunion, parce que l'objet de cette association, c'est de promouvoir le développement. Et en tant que citoyen de la collectivité, je dois me montrer solidaire par rapport à ça. Bon, maintenant, à partir du moment où un point a été inscrit après mon départ, et que ce point contrarie ou bien viole le statut que je suis censé incarner, si j'approuve les autres résolutions relatives au développement de la région, je me désolidarise de la motion. Symboliquement, c'est ce qu'il aurait pu faire. Jusqu'ici, il n'a pas pu le faire. Comme pour dire qu'il est solidaire de l'appel à candidature. Alors, quand vous appelez à la candidature d'un individu, comment est-ce que vous pouvez être crédible pour départager les différents protagonistes? Donc, ça, c'est le premier point qui me dit, lorsqu'on observe la configuration de ces institutions-là, on peut être sceptique. Mais, le contentieux 2018 a obligé les partis d'opposition à revisiter l'arsenal juridique relatif aux élections. Et on a constaté que malgré ces lacunes, ce code électoral contient quand même des perles que l'on peut exploiter. Je vous donne quelques exemples. Jusqu'ici, personne n'avait vu l'article 113 du code électoral. Cet article 113 que le gouvernement a toujours essayé de cacher, en faisant croire aux Camerounais qu'aucune personne en dehors de l'ECAM et du Conseil constitutionnel ne peut même seulement donner les tendances des élections. Mais l'article 113 du Code électoral vous dit
le résultat acquis dans chaque bureau de vote est publié immédiatement à la fin des dépouillements. Et à cet égard, je vais vous dire quelque chose par rapport à une sortie malheureuse de la compatriote Michel Ndoki. Que nous avons reçu ici la semaine dernière. Alors, Michel Ndoki a pu vous dire qu'elle a été surprise qu'ayant fini la compilation des résultats du littoral, ou bien, je ne sais pas, du Vouri, à 10 h, que le professeur Maurice Kamto se soit déclaré vainqueur à 14 h. Je dois vous dire que sur la base de cet article 113, déjà, tous les médias peuvent se saisir des résultats à la fin du dépouillement. Et lorsque nous savons qu'aucun bureau de vote, qu'aucun membre du bureau de vote ne passe la nuit hors de sa maison, ça veut dire qu'au soir de l'élection, tous les résultats sont disponibles. Le reste n'est que compilation. Et le droit à l'information est un droit des peuples. Je crois que c'est un droit qui est contenu dans l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous les peuples ont droit à l'information. Quand donc un résultat est rendu public, M. Tongué, les journaux ont le droit de s'en saisir. N'importe quel citoyen, puisqu'il s'agit des droits qui appartiennent aussi aux citoyens, mais peut faire sa compilation. À partir du moment où ces résultats sont assis sur la réalité des urnes, mais on peut avoir les tendances. Et donc, vous comprenez que par rapport à la déclaration de Mme Ndoki, qui estime que donner les tendances le lendemain à 14 h était trop précipité, je lui dis que c'est faux. Parce que les partis politiques peuvent avoir les résultats avant Elekam. Lorsque vous avez fermé le bureau ici, à Akwa, celui qui était à Akwa a le résultat. Mais pour que Elekam ait ses résultats, il faut que le responsable du bureau de vote aille faire la queue. Mais vous savez également que les partis politiques n'étaient pas représentés dans tous les bureaux de vote répartis sur l'étendue du territoire. Pourtant, Elekam, eux, y sont. Point n'est besoin pour qu'un parti ait les tendances d'être représenté dans tous les bureaux de vote. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bureau où il n'y a pas moins de, où il y a moins de 50 électeurs. D'accord? Écoutez, je déroule. Les bureaux de vote comportent des électeurs. D'accord. Et les électeurs ont le droit d'assister au dépouillement. Pour avoir le résultat sorti d'un bureau, mais le citoyen ordinaire, et nous savons le taux de pénétration des téléphones, vous savez que portables. Vous savez que dans les zones comme mon village maternel derrière Rodolphe, là-bas, les partis politiques de l'opposition les voient très peu. Bien, je dis que je suis en train de relativiser ce que vous dites. Les électeurs font 100% du RDPC. Oui. Ils font 100% du RDPC dans les conditions que nous connaissions jusqu'ici. Nous parlons ici des élections à venir. Et je dis dans votre village, même si c'est 100%, tant mieux. Nous ne disons pas que le résultat qui doit être acquis est nécessairement celui qui est favorable à l'opposition. Il s'agit d'avoir les résultats réels, sortis des urnes. Donc, un bureau qui donne 100%, on ne va pas le modifier. Vous comprenez très bien. Et je dis, dans votre village, supposez que l'opposition n'y soit pas. Mais cela n'interdit pas à l'opposition d'avoir accès à ça. Parce que celui qui a gagné, qui a contribué à assurer les 100% au RDPC, mais fier de son résultat, il peut le balancer à son ami de l'opposition, non? Pour lui dire, nous avons gagné à 100%. C'est un résultat compilable. Bon, est-ce que vous comprenez? Là, c'est dans le schéma des possibles. Mais l'opposition actuellement travaille à sensibiliser les Camerounais. Bon, on parle du futur, parce que vous avez pris prétexte de... Bien sûr, c'est pour vous dire que... Vous avez pris prétexte de 2018. Je vous ai déjà dit que jusqu'ici, on pouvait être sceptique. D'accord. Mais il y a de l'espoir. Et quand je vous dis qu'il y a de l'espoir, c'est parce que j'exploite les perles qu'il y a dans le code électoral. Et parmi ces perles-là, il y a l'article 113, qui permet, donc je dis encore, aux partis politiques d'avoir les résultats avant Elekam. Parce que quand le bureau de vote est fermé à 20 h, le parti politique qui est représenté, ou bien le citoyen qui a pris part à ce dépouillement, peut déjà communiquer ses résultats au parti politique. Alors que le responsable de ce bureau va être reçu par le bureau communal d'Elekam, peut-être à 2 h ou à 3 h le lendemain. Donc, je dis, Mme Ndoki a vu tout faux en disant que c'était précipité pour le professeur Kamto de se déclarer, parce qu'on peut se déclarer candidat sur la base des tendances. Point n'est besoin d'avoir les 100%. Si vous avez par exemple les résultats de cette région, et que le poids politique de cette région représente les 80% de l'électorat, mais vous savez très bien qu'il y a des régions ici dont le poids électoral n'atteint pas celui de certains départements. Donc si on a pu avoir les résultats d'une région entière, mais on peut savoir que si dans une autre région, on n'a eu aucun résultat, et connaissant le poids électoral de cette région, mais M. Dipida, on peut déjà savoir qui a gagné. Prof, pour vous, y a-t-il un scénario réaliste pour une alternance démocratique apaisée au Cameroun? Oui. Moi, je pense que
une alternance démocratique passe nécessairement par... Parce que, voyez-vous, il y a des schémas qui sont évoqués. D'aucuns pensent que en l'état, dans les circonstances actuelles, il serait difficile. Bon, tout le monde est plus ou moins certain que le président va se représenter. Il y a des signes. C'est ça. Beaucoup estiment que s'il se représente, il va passer. Donc, de ce point de vue, il y aurait peut-être il y aura un contentieux, quelques revendications de l'opposition, mais ce sera pesé. C'est ça. L'autre hypothèse ou les autres hypothèses, c'est que le président ne se présente pas. C'est ça. Et là, on rentre donc dans le schéma de l'alternance qui paraît comme une inconnue des plus inconnues, si je peux me redire. C'est ça. Dans ce sens que, qui pourrait prendre? Est-ce l'opposition? Est-ce l'entourage? Beaucoup ont évoqué à un moment le fils. Certains parlent des collaborateurs proches du président. Je ne vais peut-être pas citer des noms. Alors, de ce point de vue, dans cette perspective, y a-t-il dans le schéma une réalité qu'on peut percevoir dans l'apaisement après élection? C'est possible. D'accord. Il est possible de parvenir à une alternance pacifique. C'est le souhait de tous les Camerounais. Absolument. J'ai connu, en passant, j'ai connu... Peut-être pas tous les Camerounais, il y a des gars, il y a les militants du RDPC qui veulent tout le temps que leur candidat passe. C'est le droit de Paul Biya, au plan juridique, de se présenter. À partir du moment où le verrou, la limitation des mandats a été levé, Paul Biya a tout à fait le droit de candidater. Mais à condition maintenant de présenter un dossier qui soit recevable. Et donc, moi, j'ai émis des réserves par rapport à la recevabilité de son dossier. Bon, maintenant, on peut battre Paul Biya aussi. Et puisque nous savons tous comment les élections ont toujours été organisées dans notre pays. Les élections sont souvent organisées avec des faux observateurs internationaux. Vous vous rappelez Transparency International, n'est-ce pas, des balayeurs de rue en France, qu'on nous a amenés pour apprécier le processus électoral. Et puis je vous ai dit, avec la découverte des perles contenues dans le code électoral, je ne suis pas sûr que les choses se passeront en 2025 comme elles se sont toujours passées antérieurement. Parce qu'on voit les jeunes mobilisés, l'opposition s'organise mieux pour assurer notamment une meilleure présence dans les bureaux de vote. Je crois qu'au-delà de ce que les partis font individuellement, vous rappelez l'initiative du compatriote Abdourahmane Amidou Baba, qui recrute 60 000 hommes et femmes d'honneur pour justement accompagner les partis d'opposition à assurer la surveillance du vote. Michel Doki nous parlait, elle, de 10 000 citoyens qu'ils forment dans le cadre de leur initiative. Voilà, donc autant d'initiatives qui sont de nature à assurer la préservation du résultat issu par les urnes. Parce que vous voyez déjà que les inscriptions sur les listes électorales sont un indicateur de ce que l'engouement pour la chose politique prend de l'ampleur. Or, avant, on avait des élections où à peine 3 millions de Camerounais y prenaient part. Mais cela montrait que en cas de contentieux, c'est 3 millions seulement qui étaient intéressés, moins du 10e de la population. Alors si aujourd'hui on arrive à un chiffre de 10 millions, ce n'est plus 3 millions de personnes seulement qui sont intéressées, c'est 10 millions. Et vous pensez que on aura autant la même facilité d'inverser les résultats des élections avec 10 millions de personnes? C'est quoi, les 8 millions vont se lever pour se dire stop? En tout cas, j'ai dit, il y a le premier travail que les partis politiques doivent faire, et vous avez énoncé ces initiatives. Vous êtes dans la théorie du rapport de force? Un peuple debout, 20 tout armé, 20 toute dictature. Un peuple debout. Donc il faut redouter. Écoutez, je vous ai dit que j'ai eu une expérience à la Côte d'Ivoire. Il faut se méfier de l'eau qui dort. La Côte d'Ivoire jusqu'ici était un havre de paix. Vous comprenez? Mais l'obsession de quelques individus a écarté ceux qui avaient tout pour prêter à la candidature. Cette obsession à les écarter a amené le pays dans une pour revenir au Cameroun, ce qui n'est pas souhaitable. Est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui pour les partis politiques, au regard des réclamations qu'ils font, système électoral verrouillé, est-il encore pertinent de participer à cette élection ou doit-on procéder ou doit-il les partis faire un boycott? Le boycott est un moyen d'expression politique. Et il faut comprendre les partis qui boycottent. Dans l'histoire politique de notre pays, le SDF a souvent boycotté, je crois que l'UNDP a boycotté, le MRC a boycotté. C'est un moyen d'expression politique. Mais le boycott n'est pas une stratégie permanente. Donc, le boycott, lorsque vous faites un boycott,
c'est pour susciter un peu plus d'attention de ceux qui sont en position de pouvoir par rapport aux récriminations que vous élevez. Mais lorsque vous faites face à un autisme méprisant, vous êtes obligé de changer de stratégie. Et à ce moment-là, la participation devient plutôt la meilleure option. Et je pense que par rapport à notre environnement politique, c'est bien ce que le MRC fait aujourd'hui. Mais lorsqu'on le fait, idéalement, on devrait, si le gouvernement était un tout petit peu attentif, idéalement, on devrait modifier le code électoral afin de le rendre consensuel. Un code électoral auquel tout le monde adhère. Mais ce n'est pas le cas. Alors, lorsque vous avez donc un gouvernement autiste, c'est quoi? C'est d'utiliser les ressorts que le dispositif législatif en place vous donne pour essayer d'inverser la tendance. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, dans le code électoral, on y découvre des perles. L'article 80 qui fait problème. Jusque-là, personne n'avait perçu la pertinence de cet article 80, qui insiste sur la publication de la liste électorale nationale, dont la nécessité par rapport à l'élection présidentielle ne se dément pas. La circonscription électorale, la présidentielle, c'est l'ensemble du territoire national, y compris les missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Alors, il n'y a que la liste électorale nationale pour permettre d'identifier les doublons. Dans le cas d'une élection communale, vous ne pouvez pas voter dans d'autres communes. Mais la loi ne dit pas non plus que vous la prendrez, cette liste, les 8 millions d'électeurs inscrits, et vous la plaquez sur un tableau quelque part, en lieu précis. Il y a des compatriotes qui ont... Kama a tenté une réponse, tout au moins le directeur général adjoint, a tenté une réponse pour dire que les publications faites dans les localités sont effectivement la liste électorale nationale, puisque vous le dites. Non, il y a la circonscription est unique. C'est ça. Dans le code électoral, les termes sont bien utilisés à dessein, en fonction des contextes. Il y a les listes électorales, il y a les listes électorales qui n'ont pas l'épithète nationale. Les listes électorales qui ont donc une dimension communale ou départementale. Parce que ce sont les listes que l'ECAM reçoit pour établir la liste nationale. L'article 80 bien. On dit après avoir compilé les listes nationales, les listes communales et départementales, et procéder au toilettage. Le directeur général procède à la publication de la liste électorale nationale. Je vous dis, quand il s'agit d'une élection communale, mais, M. Dipita, il s'agit d'élire les conseils municipaux d'une commune. Bien sûr. La circonscription électorale, c'est la commune. Donc, vous pouvez bien vous contenter de la liste publiée pour la commune. Absolument. Quand il s'agit d'élection des députés, vous pouvez bien vous contenter de la liste publiée au niveau des députés. Parce que si vous êtes du Mungo, et qu'un autre député est en compétition, disons, dans le Onkam à côté, du côté de Kekem, ça ne vous intéresse pas. Dans tous les cas, votre élection n'a pas le même impact. Absolument. Parce que même si vous votez plusieurs fois, vous voyez, celui qui a vérifié l'authenticité des personnes qui votent dans sa circonscription départementale peut être rassuré. Mais dans le cas de la présidentielle, si votre nom apparaît dans deux communes, vous êtes capable de voter deux fois. Parce que la circonscription électorale est unique. Donc pour vous, l'ECAM doit publier la liste nationale. Le nom de 8 millions d'électeurs dans... Quand on parle de publication, justement, ceux qui essayent d'entretenir le flou autour de notre processus électoral parlent de l'impossibilité matérielle de publier la liste électorale. Exact. Mais le Cameroun n'est pas le premier pays à avoir inventé la règle selon laquelle la liste électorale doit être publiée. Autour de nous, il y a des pays qui l'ont consacré, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et je crois que l'actualité que les Camerounais ont le plus commenté, c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les TIC, l'administration est tenue du principe d'adaptation. Quand on parle du principe d'adaptation, ça veut dire que l'administration n'est pas figée. Elle doit s'adapter à l'évolution de l'environnement technologique, social, économique et tout le reste. Donc même si, à la conception de ce texte, il était question d'afficher la liste de manière physique, avec les TIC, cela devrait entraîner une modification de la modalité d'affichage. Et l'exemple de la Côte d'Ivoire est là pour nous dire, la liste compilée, fusionnée, qui est nationale, est remise aux acteurs politiques. Pour leur permettre, justement, lorsque la liste est numérique, mais elle permet d'entrer les grilles par lesquelles on procède à son tri. Parce que quand vous entrez là-dedans, mais vous pouvez cliquer par l'ordre alphabétique. Et donc, s'il y a 2 Dipita Tongo, mais ça va apparaître. Et maintenant, la comparaison va se faire peut-être au niveau de la date de naissance du lieu, pour savoir s'il s'agit de la même ou de 2 personnes. Donc, c'est comme ça que les États modernes, démocratiques, fonctionnent.
Et donc le Cameroun n'invente pas la roue. On sait comment ça se passe ailleurs. Le Cameroun peut faire la même chose. On a évoqué le boycott tout à l'heure et ça nous remet en plein dans l'actualité courante, si je peux me redire. Il nous reste que 30 minutes. Hein. Il faut qu'on épuise un peu cela. Parlant de la controverse sur l'éligibilité de Maurice Kamto, le président du MRC, tout au moins sur la possibilité pour son parti politique de l'investir. Alors, sur quelle base, vous, puisque vous avez pris position là-dessus, vous affirmez qu'il peut être éligible malgré le boycott des législatives et municipales de 2020, il peut être investi par son parti politique. Bien, pour vous répondre, je vais synthétiser toutes les thèses, n'est-ce pas, que j'ai avancées par rapport à cette question. Alors, pour avoir très bien suivi des compatriotes qui ont pris position dans ce sens, je vais convoquer notamment l'avis de M. Hilaire Kamga. D'accord. N'est-ce pas? J'espère qu'il me concède de l'appeler monsieur. Parce que, voilà. Donc, de M. Hilaire Kamga et de du professeur Onangini. Donc, ce qu'on fera, c'est docteur Hilaire Kamga. Allons-y. Son pédigré académique est actuellement discuté. Je crois que ce n'est pas une insulte de l'appeler monsieur. Moi, appelez-moi Tim Chouin, c'est mon nom. D'accord, allons-y. Mais je préfère ne pas être le plus juste possible. À partir du moment où il y a une polémique autour de son grade, allons-y. Je préfère dire monsieur Hilaire Kamga. Ce n'est pas une insulte. D'accord. Alors, donc, je dis, je les ai suivis. Et vous voyez que l'un et l'autre, professeur Onangini ou Hilaire Kamga, estiment que sur la base, tantôt de l'article 3 pour Hilaire Kamga, ou l'article 6 de la Constitution pour Onangini, un parti qui n'a pas pris part à l'élection municipale de 2020 ne peut pas participer à l'élection présidentielle. Mais je leur dis, c'est faux. Quand je prends la thèse de M. Hilaire Kamga, l'article 3 sur lequel il se fonde, Onangini lui-même a écrit dans l'ouvrage intitulé « La Constitution du Cameroun ». Il est le commentateur de cet article 3. Lui-même dit on ne peut comprendre l'alinéa 3 qu'en rapport avec l'alinéa 2. Je veux dire qu'on ne peut comprendre l'article 3 qu'en rapport avec l'article 2. Et l'objet de ces deux articles-là, c'est quoi? C'est de désigner les acteurs du jeu électoral. Le principal titulaire du jeu électoral, c'est le citoyen. Absolument. Et les partis ne sont que les accompagnateurs. Lisez surtout la version anglaise de notre Constitution. L'article 3 est dit « Political parties and groups shall help the electorate ». Il s'agit pour les partis d'aider les citoyens. Absolument. Et donc je dis, si les partis politiques ne sont que les véhicules, les moyens par lesquels les citoyens expriment leur droit de vote, ça veut dire que le véritable titulaire, c'est le citoyen. Or, un citoyen n'est pas obligé de voter à chaque fois. Le citoyen qui n'a pas voté en 2020, M. Dipita, perd-il son droit de voter en 2025? Non. Vous dites bien non. Au nom de quoi est-ce que le parti qui a boycotté, qui n'est que l'accompagnateur du citoyen, va perdre son droit de participer à une élection parce qu'il n'a pas pris part à l'élection précédente? On ne peut pas traiter plus durement. Selon Hilaire Kamga, que vous avez cité, le professeur Onangini, parce que justement la loi cite spécifiquement le cas du candidat et pas le cas de l'électeur. Je leur oppose ceci. D'accord. L'élection présidentielle est l'élection la plus importante d'un pays. Est-ce qu'ils reconnaissent quand même que le code électoral permet la candidature indépendante? Oui, bien sûr. Si on est candidat indépendant pour accéder à la magistrature suprême d'un pays, sans passer par un parti. Mais ils sont d'accord. Hein. De ce point de vue, il n'y a aucune opposition. Tout le monde dit... En fait, l'opposition se pose sur la capacité du MRC à pouvoir investir un candidat, notamment son président. Oui, mais en fait, ils veulent faire de la participation d'un parti le critère de participation à toute élection future. Et je leur dis déjà que la candidature à l'élection présidentielle est ouverte à tout individu, au titre de la candidature indépendante. Oui, lorsque je me présente comme indépendant, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas m'interdire de le faire alors que je n'étais pas candidat avant? Dans tous les cas, passons. Pour ce qui est de M. Onangini, alors, c'est dans l'interprétation de l'article 6 de la Constitution qu'il a pu dire, qu'il a pu invoquer la maxime speciala generalibus derogans. Une maxime utilisée dans un contexte complètement déplacé, parce que je l'ai dit, cette maxime ne s'emploie que pour comparer des textes de même valeur. Absolument. 2 arrêtés, 2 décrets, 2 lois, 2 textes internationaux, ainsi de suite. Donc cela ne peut jamais être convoqué dans le rapport de force entre la Constitution et une loi. Le principe en matière de respect de la hiérarchie juridique, c'est que aucunement, dans aucune circonstance, une loi ne peut violer la Constitution. Et c'est le sens, pour que le commun des mortels comprenne, c'est le sens des visas
que l'on met dans l'élaboration des textes. Quand vous prenez le code électoral dans sa version authentique, on commence par vu la Constitution. Absolument. Et puis s'il y a d'autres textes supérieurs auxquels, le code électoral auquel la loi électorale se réfère, c'est visé. Absolument. Le vu pour le commun des mortels signifie en considération de ce qui a déjà été dit par la Constitution. Parce que la Constitution donne à la loi d'entrer dans des détails. Absolument. Comme pour dire que, quand en légistique, on vise un texte au fronton, au visage d'un texte, ça veut dire que on considère déjà ce qui a été dit par ces textes comme acquis. Absolument. D'accord? Et donc le législateur embraye plutôt sur les détails ou bien sur d'autres modalités particulières, sans pouvoir, sous aucun prétexte, contrarier les textes qui l'ont précédé, auxquels il est soumis. Alors, donc, revenons dans le cas de M. Nguini. Lorsque vous prenez l'article 15, les gens me disent que l'article 15 n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Mais c'est un texte fondamental. Mais puisque c'est l'article 15 qui vous décrit le mode de représentation qu'a choisi le Cameroun. Avant 96, c'était le mandat impératif. Absolument. Mais depuis 96, c'est l'interdiction du mandat impératif. Autrement dit, c'est l'option en faveur du mandat représentatif. Mais M. Tongo, par définition, par essence, le mandat représentatif est conçu pour aménager la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Je crois que cette définition n'a plus besoin d'être rappelée. Comment donc pouvez-vous dire qu'un système, que la Constitution ménage l'élu, qui est donc libre au lendemain de son adoubement, de quitter son parti sans perdre son mandat. Ok? Et si le pouvoir d'investiture est un attribut du mandat, à partir du moment où l'élu peut promener son mandat de parti en parti, puisque le mandat représentatif emporte pour l'élu le droit à la transhumance infinie. Et quand vous lisez les rapports que j'ai exploités dans certains vidéogrammes de ma page, ces rapports révèlent des députés qui en une vingtaine d'années de législature ont migré 150 fois. C'est la liberté dont bénéficie l'élu du fait de l'option en faveur du mandat représentatif. Ça veut dire que le mandat devient la chose de l'élu et non celle du parti. Et le pouvoir d'investiture est un attribut du mandat. Si donc le pouvoir d'investiture est collé au mandat, mais vous comprenez que l'élu peut le promener là où il le veut. Donc pour vous répondre, à partir du moment où le MRC a aujourd'hui recruté des élus, transfuges d'autres partis, ils sont venus au MRC avec leur mandat, lequel mandat comporte le pouvoir d'investiture. Et je vous dis pour les besoins du droit comparé, la République en marche en France. Mais rappelez-vous, l'article 15 qui fait tant débat est la reproduction de l'article 27 de la Constitution française en vigueur. Vous comprenez? Absolument. Mais si en France, on a recouru à ça, mais pourquoi au Cameroun c'est inapplicable? Le recrutement des élus se fait d'abord par l'élection, mais il peut aussi se faire par le débauchage, ou alors par les adhésions. Et puisque je dis, cette interprétation que je donne d'ailleurs, c'est une interprétation fondée sur une position assouplie. Parce que ma thèse principale, c'est de dire que cet alinéa 2 de l'article 121 qui pose tant de problèmes est anticonstitutionnel. Parce que, et là l'article 15 dit, l'élu représente l'ensemble de la nation. Pour les députés, pour les sénateurs, on dit les collectivités territoriales décentralisées. Mais nulle part, les textes de notre pays ne consacrent la représentation partisane. Et à cet égard, je vous envoie à lire le commentaire du collègue Mbarga Niaté. Mbarga Niaté, qui commente l'article 15, alinéa 2 de la Constitution. C'est un ouvrage. Je dis bien l'ouvrage, c'est la Constitution du Cameroun. Ouvrage coordonné par le professeur Jean-Louis Atangana Amougou. Ouvrage auquel ont participé les professeurs Ondoa de Yaoundé 2. Non, pas Magloire Ondoa. Okay. Le recteur. Franklin Ondoa de Yaoundé 2. Les sommités du droit constitutionnel comme les professeurs Ngele Abada. Mais vous avez là-dedans toute la crème. Je n'ai vu peut-être que les professeurs Gimdo, Abba Oyono ou bien Bilon Salomon et peut-être mon ami Lormont qui n'y sont pas. Ou bien le professeur Ondoa Magloire. Mais en dehors de ces noms-là, mais toute la crème du droit constitutionnel est qu'auteur de cet ouvrage. Et donc l'article 15 alinéa 2 est commenté par le collègue Mbarga Niaté. Le grand A du grand 1 de son commentaire à l'article 15 alinéa 2 est intitulé
le rejet de la représentation partisane. Ça veut dire que, depuis la Constitution, il est clairement dit que toute représentation partisane est interdite. Si la Constitution le dit, mais de quelle autorité peut se prévaloir la loi pour parler de partis représentés? Vous comprenez? Absolument. Donc c'est pourquoi mon postulat de base, c'est de dire cet alinéa de l'article 121 est anticonstitutionnel et comme tel ne devrait jamais être appliqué. Puisque l'ECAM, dans ses missions, fonctionne en respect de la Constitution et des lois. Alors, ça veut dire qu'il a le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité d'un texte qu'il est chargé d'appliquer. Or, il ne s'agit pas d'annuler tout le code électoral. Parce que je suis d'accord avec le professeur Ona que le code électoral trouve sa légitimité dans l'article 6 de la Constitution. Mais c'est les conclusions qui me dérangent. Parce que si le code électoral peut intervenir par délégation de la Constitution, mais c'est à condition que le code électoral ne contrarie jamais la Constitution. Et donc, si le code électoral intervient et que certaines de ces dispositions sont contraires à la Constitution, ces dispositions-là sont simplement réputées non écrites. Alors, et on doit donc lire le code électoral comme si ces dispositions n'existaient pas. Ce débat d'intellectuels qui ne s'accorde pas finalement, puisque chacun garde ses positions et invoque d'ailleurs les mêmes lois, la Constitution et puis toutes les autres lois, est-ce que ça ne fragilise pas justement la posture de l'intellectuel que vous êtes ou des intellectuels que vous êtes vis-à-vis de l'opinion? Personnellement, je n'ai pas de problème. Parce que j'ai la conviction que je suis dans la rigueur analytique. Okay. Ce sont les autres qui peuvent dire n'importe quoi. Je vous ai pris l'exemple de mon collègue, le professeur Onangini. Mais aucun juriste sur cette terre, M. Dipita, je vous le dis là sous serment, je vous ai dit, j'ai rédigé 3 thèses, j'ai une agrégation de droit privé et j'étais major de ma promotion. Aucun système juridique sur cette terre ne permet à une loi de contrarier la Constitution. Ça, c'est sûr. D'où vient-il donc que le professeur Onangini puisse le dire? Mes étudiants me disent, mais monsieur, nous avons entendu des énormités, quelque part. Deuxième argument, je m'appuie sur des principes universels. Le deuxième principe est qui défie monsieur Hilaire Kamga, qui en passant est promoteur d'une ONG des droits de l'homme. Et là, on va y revenir. Je dis, le droit de vote, monsieur Dipita Tongo, qui est un droit fondamental. Et là, vous comprenez, je vais convoquer cela en passant pour le cas des obstacles à l'inscription de la diaspora sur les listes électorales. Donc le droit de vote qui concerne le citoyen et le droit de candidater, qui en termes techniques est généralement désigné comme le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Et qui concerne dans le cas Kamto, mais ce sont des droits fondamentaux. Déjà garantis par la Constitution, à partir de l'énoncé de son préambule, qui renvoie aux autres textes internationaux consacrant les droits de l'homme, mais qui sont surtout détaillés dans 2 textes internationaux dont le Cameroun est membre. L'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques. Et ensuite l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand vous lisez la définition de ces droits-là, déjà par définition, un droit de l'homme est un droit qui appartient à tout être humain du seul fait qu'il s'agit d'un homme. C'est un droit inhérent à la qualité d'individu. Et donc, par essence, ce sont des prérogatives que chacun devrait exercer sans restriction. C'est ça l'essence même des droits de l'homme. Et donc, conscient de cela, mais aussi sachant que l'exercice anarchique des droits de l'homme peut générer des frictions dans la société, on prévoit quand même exceptionnellement un encadrement de l'exercice des droits de l'homme. Et notre Constitution en a bien pris conscience en permettant uniquement à la loi, je dis bien uniquement à la loi, compris dans son sens strict, comme étant l'acte du Parlement promulgué par le chef de l'État, de restreindre un droit fondamental. C'est écrit dans l'article 26 de notre Constitution. Et donc, qu'un compatriote promoteur des droits de l'homme comme Hilaire Kamga puisse donner une interprétation tendant à restreindre la liberté de candidater de ses concitoyens sans nous donner un fondement légal, c'est aberrant pour quelqu'un qui défend les droits de l'homme. Vous comprenez? Alors, quand je le dis là, j'espère que ses partenaires écoutent très bien ce que je dis. On ne peut pas être promoteur des droits de l'homme et plaider pour que les droits de l'homme soient frustrés dans un pays. Donc, je peux encore considérer à mes collègues de dire n'importe quoi, mais que cela vienne de M. Hilaire Kamga,
c'est extrêmement grave. Cela dit, il est Kambrali la loi comme vous. Je veux dire qu'il s'inspire de la loi. C'est pas lui qui a fait cette loi. Mais il est censé connaître le régime des droits fondamentaux. Il ne peut pas nier que le droit de vote ou le droit de candidater soit des droits de l'homme. Et en tant que tel, il ne peut y avoir de restrictions qu'envers la loi. Et donc, je leur demanderais, quand ils nous disent aujourd'hui que le MRC pour avoir boycotté ne peut pas présenter, je leur pose seulement la question, c'est écrit où? Parce que c'est une interprétation qui tend à restreindre. Alors, et de par l'article 26 de notre Constitution, il n'y a que la loi pour restreindre l'exercice d'un droit Est-ce que fondamental. cette confusion ne révèle-t-elle pas un positionnement entre le droit et la vie politique des acteurs publics que vous êtes? Bien sûr. Vous savez, le droit ne s'accommode pas sur la politique. Même si la politique, en priori, devrait être encadrée par le droit. Parce que le jeu politique n'est pas une arène, n'est-ce pas, sans règles. Absolument. C'est le droit qui encadre tout. Bon, maintenant, quand on parle de règles du droit, c'est la rigueur scientifique. Un peu comme ce dont je me prévaux. Quand mes collègues me disent que, privatiste de mon État, je ne vais pas intervenir dans ce débat. J'invoque les principes que personne ne peut normalement me contester. C'est des principes immuables, universels. Vous comprenez? Et je vous donne chaque fois le fondement de chacun de mes propos. Maintenant, lorsqu'on est dans la dimension politique, et par rapport à ça, je vous ai dit par rapport à l'article, à l'alinéa 2 qui fait problème, j'ai donné la lecture juridique qui consiste à dire cet alinéa 2 est inapplicable. Mais je propose également une lecture politique. Or, lorsqu'on parle de politique, ça veut dire on met le droit à côté. La politique, c'est le compromis. C'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a une crise, on fait comment? Vous savez très bien que pendant les accords politiques, on dit, bon, ceux qui ont tué là, on va vous amnistier. Est-ce que c'est pour dire que le crime cesse d'être une infraction? Non. Ça veut dire que dans le contexte politique, on peut mettre la rigueur du droit à côté. Mais la politique aussi, parfois, c'est la mauvaise foi. Et donc, quand mes collègues le disent, sans fournir le fondement de leurs propos, ils sont plus dans une posture politique que juridique. Et là, c'est regrettable. Parce que si vous parlez en tant que scientifique, c'est d'abord les bases incontestables qui devaient fonder votre raisonnement. Bon, maintenant, on ne peut pas interdire aux gens d'être de mauvaise foi. C'est leur droit tout à fait absolu. Mais, dans un pays normal, la primauté doit revenir à la règle de droit. Alors, en définitive, puisque le débat est en cours, si le débat persiste, le Conseil constitutionnel devra effectivement trancher. Alors, vous êtes partisan de ceux qui se disent, en attendant qu'il soit saisi, ou au lieu qu'il soit saisi, le Conseil en plein débat, le Conseil constitutionnel devrait en plein débat trancher. Ou alors, vous êtes de ceux qui disent, on attend qu'il soit saisi. Ce débat est utile pour outiller même les membres du Conseil constitutionnel, y compris aussi les membres de l'ECAM. Absolument. Parce que le premier filtre, c'est au niveau de l'ECAM. Absolument. Et il faut donc rappeler à l'ECAM que dans son fonctionnement, il ne peut pas faire fi de la Constitution. C'est une instance juridictionnelle parce que l'ECAM statue sur la base du droit. Absolument. Et donc, il ne peut pas ignorer l'ampleur de ce débat qui les oblige donc à comparer les conditions de recevabilité des candidatures en confrontant ces conditions avec leur conformité à la loi électorale et à la Constitution. Donc, notre plaidoyer devrait les amener, et comme je l'ai dit dans d'autres sorties, à admettre la candidature de tout parti dès lors qu'il est légalisé. Parce que si l'alinéa 2 est réputé non écrit, ça veut dire que dans la lecture de l'article 121, il ne reste que l'alinéa 1. Or, l'alinéa 1 permet à tout parti légalisé de présenter un candidat. Vous comprenez? Et l'alinéa 1.1 permet à tout parti de présenter. L'alinéa 1.2 permet les candidatures indépendantes. Donc, ne sera réputé non écrit que cet alinéa 2. Elle est quand même invitée à faire cet effort. C'est le plaidoyer que nous faisons parce que nous voulons que notre pays reste en paix. Au regard de l'engouement, au regard de tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, je dis, prendre le risque d'exclure un candidat à l'élection présidentielle est dangereux. Déjà, même si les objectifs, les motifs, l'exposé des motifs de la réforme du code électoral qui a justifié l'alinéa 2 avait été pertinent. Je dis, cette option était antidémocratique. Vous comprenez? Parce que la démocratie, c'est l'inclusion. C'était une option antidémocratique. Donc nous ne le disons pas seulement parce que aujourd'hui nous disons qu'il est contraire à l'article. Parce que la démocratie, c'est l'inclusion. Il s'agit des droits fondamentaux. Et par nature, un droit fondamental est un droit qui est ouvert à tous. Dans leur rédaction, on parle de toute personne.
chacun a. Vous comprenez? Il n'y a pas d'exclusif. La loi ne peut aménager que de manière exceptionnelle pour restreindre. Et donc, même si le projet avait été envisagé, c'était un projet qui ne devait pas être recevable parce qu'il viole le caractère républicain et démocratique de notre pays. Vous comprenez? N'empêche, et vous les avez cités, j'espère que je n'aurai pas un droit de réponse, n'empêche que vous ne voulez pas le débat entre vos collègues, pour certains, le professeur Onanguini, qui sait peut-être, il est grandement été cité, je présume qu'il voudra répondre. Vous ne voulez pas le débat entre scientifiques? Bien, j'ai un panel qui est envisagé dans quelques jours avec M. Hilaire Kamga, qui prend part à ce panel-là. Donc, il est du côté opposé. J'espère qu'il va confirmer sa participation. Donc, j'ai pas peur du débat. Et avant que la question du professeur Onanguini ne monte en surface, mais j'avais déjà partagé 2 panels avec le professeur Luison et Somba. Ah non, ok. Sur la question. Non, ok. Moi, je pense. Avec le professeur Luison et Somba. Sur des chaînes concurrentes à vous. Une chaîne de télé à l'étranger, n'est-ce pas? Et une chaîne locale. Donc, le débat, je n'ai pas peur de ça. Je vous parle. Votre chaîne va publier mon propos. Donc, je n'ai pas peur d'être contrarié. On prend rendez-vous avec nos téléspectateurs pour un débat sur cette chaîne avec le professeur Onanguini. Je vous dis pourquoi je le ferai. On prend la disposition. Je le ferai pas. Je vous dis pourquoi je le ferai pas. Non, pourquoi? Écoutez, je vous dis donc que ce débat, je le tiens sur toutes les tribunes. D'accord. À l'interne comme à l'international. Et donc, je dis, pour ce qui est de mes collègues, le professeur Luison et Somba, avant la montée, avant la révélation du Onanguini, a partagé avec moi 2 plateaux sur la question. D'accord. OK? Et je dis, un autre plateau devrait me confronter avec Hilaire Kamga et M. Motte sur un autre plateau dans quelques jours. Quand je parle dans votre chaîne, vous allez publier cette émission. Bien sûr, on va la diffuser. Je m'expose au monde. Ça veut dire que je soumets ma dignité de scientifique à la critique mondiale. Et si je le dis, c'est bien parce que je n'ai. Mais si vous le faites, j'assume ce que je le fais. Si vous le faites, je ne ferai pas de débat avec M. Onanguini pour 2 raisons. Voilà, d'accord. La première raison, c'est que le collègue m'a donné l'impression qu'un débat avec lui n'apporterait rien. Ce serait plutôt de nature à noyer mes étudiants. Parce que déjà, je vous ai pris 2 exemples. C'est lui qui a défendu la thèse selon laquelle la loi électorale peut contrarier la Constitution. Pour moi, c'est inadmissible. C'est le premier cours que je dispense à mes étudiants. C'est la meilleure occasion de lui montrer que c'est inadmissible. Mais avec lui, je ne vais pas m'accorder. Puisqu'il continue à vociférer sa thèse, malgré les précisions que j'ai apportées, il continue à lui dire. Vous voulez que je m'assieds avec lui pour qu'il continue à débiter ces conneries-là? Je ne peux pas le supporter. Mes étudiants de première année. On va mettre un encart sur conneries, on enlève. Mais juridique, sur le plan du droit, c'est inadmissible. Mes étudiants de première année corrigent ça. Je dis mes étudiants de première année corrigent ça. Il n'y a aucune hypothèse, aucune circonstance où une loi puisse contrarier une confrontation est l'occasion la plus... Parce que dans le code électoral, on commence par dire vu la Constitution. Ça veut dire en considérant... Une confrontation est l'occasion la plus belle pour le... Et je vous ai cité le collègue Mbarganiaté, qui commente l'article 15. La deuxième raison, qui dit la Constitution rejette toute représentation partisane. La deuxième raison pour ne pas faire un débat avec Onanguini, c'est laquelle? La deuxième raison, c'est le cas dans lequel l'appel m'a été fait. D'accord. Et je l'ai suffisamment développé. Vous voyez, je sais que votre chaîne, à un moment donné, a été suspectée de contribuer à la promotion du tribalisme. Bon. Hypothèse que je n'ai pas nécessairement entérinée. Mais la chaîne sur laquelle il m'a invité, personnellement, je crois que c'est une chaîne tribaliste. Et je ne peux pas associer mon image à ça. Excusez-moi d'utiliser votre chaîne pour le dire, mais c'est la conviction d'un citoyen. On ne peut pas comprendre qu'un compatriote comme M. Elie Lobé, qui profère des propos haineux et tribalistes à longueur de journée, en violation de la loi pénale camerounaise, continue, n'est-ce pas, de se pavaner et de mettre à mal la cohésion nationale sans que le gouvernement ne réagisse. Je ne peux pas associer ma chaîne, mon image à une telle chaîne. Le MRC aura-t-il un candidat à l'élection présidentielle selon vos analyses, vos convictions, votre connaissance du droit? Pensez-vous que le MRC aura un candidat à l'élection présidentielle de 2025? Oui, je crois que le professeur Kamto a clairement manifesté son intention de candidater. En tant que citoyen camerounais, il en a le droit. Et je vous ai dit, il y a plusieurs modalités pour se présenter. Donc il lui appartiendra de choisir. Vous parlez du MRC. Je parle du MRC, justement. Mais le MRC a déjà tenu sa convention, une convention d'investiture, à l'occasion de laquelle la personne du professeur Maurice Kamto a été désignée. Donc je ne doute pas là-dessus. Je dis, est-ce que vous pensez que cette candidature pourrait être retenue au regard des, bien sûr, au regard des contours de la loi que vous venez de décrypter?
Je ne doute pas de ça. Au regard des acteurs. Si le Conseil, système. si l'ECAM et le Conseil constitutionnel sont des institutions dont la mission est d'appliquer le droit en vigueur dans notre pays, il n'y a pas de raison pour que la candidature du professeur Maurice Kamto ne tienne pas. Parce que, je dis, que l'on prenne la candidature du professeur Kamto sous le prisme de l'alinéa premier, c'est une candidature qui est possible à tous les partis. Mais si on veut l'apprécier sous le prisme de l'alinéa 2, c'est une candidature qui sera également validée parce que cette alinéa 2, qui parle de partis représentés, c'est-à-dire la moindre concession que l'on puisse lui concéder, mais c'est de considérer que le parti représenté, c'est celui dont les militants siègent dans l'une des assemblées désignées par la loi. Et actuellement, le MRC, qui a procédé à l'accueil récent de plusieurs militants transfuges d'autres partis, mais dispose bien des élus qui donc le représentent dans les assemblées où ils siègent. Pour terminer, y aurait-il un risque si le professeur Maurice Kamto n'était pas candidat à la prochaine élection présidentielle? Ah oui, c'est sérieux. Pour l'expérience que j'ai à la Côte d'Ivoire, je ne souhaiterais pas. J'ai travaillé pour le compte des Nations Unies en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Et je dis, j'ai été amené à comprendre les causes de la crise ivoirienne. Les séquelles sont encore visibles. La Côte d'Ivoire a connu des milliers de morts à la suite de cette crise. Et la seule cause, c'est la notion d'ivoirité qui avait été créée pour éliminer quelques candidats. Nous ne souhaitons pas. Tout cela, si nous considérons le droit de participer comme un droit fondamental, mais l'exclusion devrait être l'exception. Vous comprenez? Et je dis en démocratie, on doit être dans l'inclusion. La démocratie est inclusive. Et la démocratie doit bâtir une légitimité forte. C'est pourquoi il faut permettre à tous, c'est dans la norme, tout en respectant les dispositions légales par rapport à la présentation de candidature. En démocratie, on doit permettre à tous ceux qui nourrissent une ambition de gouverner le pays d'y accéder. Et cela donc passe par la validation de toutes les candidatures sérieuses. Professeur Moïse Chim-Chwem, merci infiniment d'être venu échanger avec nous sur des problématiques actuelles et certainement donner un plus pour que nos téléspectateurs soient éclairés sur les méandres des lois de notre pays. Voilà, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Je vous garantis que je suis disponible. Donc, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure en passant, par rapport aux allusions, ne tenez pas compte pour ce qui me concerne. Merci infiniment. Ok. Et donc, je suis disponible. STV, c'est une chaîne crédible. Merci. Elle est sérieuse. Merci. Et je dis autant que je pourrais, j'apporterai mes lumières pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos compatriotes sur les diverses thématiques où mon expertise peut servir à quelque chose. Vous nous envoyez extrêmement ému. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Entretien ce soir. On avait le professeur Moïse Chim-Chwem qui est agrégé évidemment dans son domaine, enseignant à l'université de Tchang. On a parcouru tout ce qu'il y a autour de la Constitution, des lois nationales, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, mais bien au-delà aussi des élections à venir. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.